Voisine retraitée de la fonction publique, mais encore syndicaliste dans mon âme, dans mon corps, dans ma tête. Donc, j'aimerais que vous précisiez, M. Grenier, qu'il y a quand même quelque chose d'encourageant par rapport au décret, des poursuites qui ont été faites, quelque chose qu'on n'avait pas avant. Ça fait qu'il faut en parler. Je pense que c'est intéressant. Faut sortir de l'impuissance. C'est un moyen pour nous donner justement des outils pour intéresser les gens, mobiliser les gens. Merci. Deuxième question. J'ai la tribune, c'est pas juste. Oui, Serge Garet. Je suis représentant entre autres, là, je suis rendu secrétaire, effectivement. Mais je suis aussi représentant au sein de la QDR, l'Association québécoise défense des droits des retraités. Après-midi, j'ai été justement en commission parlementaire avec justement un projet de loi qui est par Françoise David au niveau des aînés. Et justement, tout ça, j'écoutais ce qu'ils disaient, en particulier de notre, moi j'appelle ça le cœur qui parlait, avec l'expérience que ça fait partie de l'avantage de l'âge. C'est ceci, c'est que après toutes les années de militantisme que j'ai fait 30 ans de syndicalisme, secteur municipal, Sainte-Foy Québec, pour être plus clair, et maintenant dans les mouvements des aînés, protection des aînés, tout ça, je pense qu'il faut arrêter d'être dans la dialectique, il faut passer à l'étape de l'action. Et l'action, celle que je pense en particulier, c'est un mouvement qui doit venir de la base, des mouvements sociaux, de tout le monde ensemble. Par exemple, demain, il y aura une manifestation des groupes, des autres groupements, des organismes communautaires, populaires, depuis demain matin à 10h30. Mais ce n'est pas à faire des petites actions une après l'autre qui est la bonne chose à faire. On a d'ailleurs des enfants une leçon en ce moment. On est en train de détruire le système au niveau des aînés, simplement en enlevant des petits pans de murs. Et on ne se rend pas compte, mais on est rendu déjà à faire le mur, il en reste peut-être un tiers de façon sur l'image. C'est démoli d'une façon logique, à petits pas. On nous sectorise en petits groupes. On nous met un contre l'autre. Donc, il faut répondre autrement, puis je conclue comme ça. Je suis habitué à préviser, hein, c'est pas long, on a des 30 secondes pour répondre. Je conclue comme celle-ci. C'est suivant. En 2000, j'étais le responsable de la grève qu'il y a eu à Sainte-Foy, de 3 mois qu'on a eu. Mais cette grève-là, contrairement à ce qu'ils disaient, que ça provenait des instances nationales, parce qu'on venait d'un syndicat national, ça n'a jamais été vrai. Ça venait de nous autres, la base, puis on les a mis devant le fait accompli. Puis quand on a pris la décision de la base de fait accompli, là, la recherche, c'est après. Moi, je me questionne fortement sur le leadership des syndicats à ce niveau-là. Le leadership ne doit pas venir, c'est ce qu'on attend souvent. On attend un leadership qui vient d'en haut. Non, c'est nous autres à la base qui prenons ce leadership. Vous allez voir, ceux qu'on a placés en haut, là, sont capables de faire face à la musique à ce moment-là parce qu'ils se sentent appuyés. Je pense qu'il est là le problème, dans le fond. Il ne faut pas la roue, mais c'est ça. Bonsoir. Carole Messier, agent indemne à la CSST et première vice-présidente de la section 103 du SFPQ, le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Alors, maintenant, quand on travaille dans la fonction publique, ce n'est plus la qualité dans le travail qui compte, maintenant, ce n'est que la quantité. Tous les moyens sont pris de manière informatique pour que la population ait accès le moins rapidement possible à un agent d'indemne ou un agent de financement. Et je sais très bien, je travaille là depuis 30 ans. Et je travaille dans un milieu où j'entends les gens de l'informatique en discuter. Alors, je vous le confirme, c'est vrai. Et c'est très malheureux parce que quand la qualité dans le travail compte pour vous, en tant qu'employé, qu'on vous empêche de la faire, ça nous mine à l'intérieur. Comprenez-vous? Alors, M. Grenier, vous avez tout mon respect et mon admiration. J'aimerais savoir, avez-vous un frère jumeau identique? C'est dommage. Parce que vous feriez un excellent président syndical. Ça serait vraiment merveilleux. Là. Vous avez le vent dans les voiles. Vous vous disiez fatigué tantôt. Vous êtes en feu. Alors, moi, c'est surtout des moyens. Ma question, ça serait,
d'avoir ou aller chercher, en tout cas, c'est sûr que là, je ne suis pas professeur, mais des arguments pour convaincre. Ça, là, parce que oui, c'est beau de faire de l'éducation populaire, mais on n'a pas 3 heures pour faire de l'éducation populaire non plus. Même si on envoie des documents aux gens, nos membres, ils ne lisent pas. Faire l'effort de vouloir comprendre des choses, de s'instruire, cette volonté-là n'est pas là. Alors, en tant que représentante syndicale, qu'est-ce que je fais, moi, là? Alors, avoir des arguments, c'est comme un peu un genre d'aide-mémoire, si je peux dire, là, qui peut nous aider à essayer de convaincre les gens. Et je suis personnellement convaincue que dans la vie, il faut savoir se tenir debout, à n'importe quel âge et en face de n'importe qui. Ne pas respecter une loi, oui. Moi, c'est un de mes fantasmes, c'est un rêve que j'ai. Je sais. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. Parce que si on laisse aller les choses jusqu'au bout, c'est-à-dire en faisant rien, on vient dire au gouvernement que la prochaine fois, continuez donc, parce qu'on ne sera jamais debout. Et dites-vous là, que si même on a un décret, si on se dit tous et toutes, on ne rentre pas, ils ne peuvent pas tous nous mettre en prison, c'est impossible. Oui, il faut que je conclue, je comprends. Alors, je vous invite à pas... Pardon? Oui, c'est ça exactement. Et faire comme les étudiants, sortir le soir aussi, marcher dans les rues, pas juste des choses le jour. Merci beaucoup. Moi, c'est une question peut-être pour Sacha en particulier. Mais c'est à propos de la stratégie pour le futur, là, dans les semaines qui viennent, de manière très, très concrète. Parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle dans le portrait que tu nous as fait, c'est qu'il y a des votes de grève qui se prennent et qui semblent assez importants en termes de pourcentage. Donc ça, c'est comme déjà, ça nous annonce comme déjà une première étape qu'on risque de franchir, c'est celle d'avoir un vote de grève avec ces fameux 6 jours de grève perlée, même si c'est avec la loi des services essentiels dans la santé, mais il y a quand même ces 6 jours-là et que ça risque donc de marcher. Donc au fond, la prochaine étape importante, c'est celle dont tu as parlé, qui est beaucoup plus vague et confuse, c'est au cas d'une loi spéciale, ou même s'il n'y a pas tout de suite une loi spéciale, mais après ces 6 jours, qu'est-ce qu'on fait? Et puis ça, le remède que tu as proposé à tout le monde, c'est de dire il faut retourner à la base, il faut s'appuyer sur les ressources de la base de chaque syndicat. Sauf que le défaut de cette approche, ou la limite de cette approche, c'est que chaque syndicat est tout seul dans son coin, séparé, un petit peu fragmenté des autres, et que donc s'il n'y a pas une sorte de réseau qui s'institue entre d'abord les différents syndicats de la FNEC, et puis après entre les différents syndicats de la CSN, puis après entre les différents syndicats de la CSN et de la FTQ, et de la CSQ, et de tous les autres membres et les fédérations qui participent au Fonds commun, ça sera très difficile de contrecarrer les positions concertationnistes ou attentistes en tout cas des actuelles directions syndicales. Et ça, comment créer ce réseau? Ça, je ne sais pas trop, mais il me semble que c'est comme quelque chose d'essentiel qui pourrait commencer par simplement un réseau d'information de ceux qui veulent aller jusqu'au bout, en tout cas qui veulent pousser plus loin les revendications. En tout cas, c'est une question que je pose. Ok. Ah oui, moi c'est Ginette Louis, je suis une retraitée de la santé, donc j'étais syndiquée à la CSN. Deux éléments qui m'apparaissent essentiels. Sacha a parlé du 1er mai, de toute la mobilisation qui s'est faite à la FNEC pour le 1er mai. Mais c'était le seul secteur où ça a bougé pour le 1er mai dans le secteur syndical, parce que le 1er mai où ça a bougé, c'est dans le secteur communautaire. Un secteur qui n'est pas syndiqué, mais qui a débrayé. Puis dans la région Québec, il y a eu 6 zones de grève. Moi, je pense que ça, c'est historique au Québec. Ça n'a pas été assez souligné, puis ça n'a pas été assez mis de l'avant. Ces gens-là se sont mobilisés, ils ont créé des zones de grève, alors qu'ils ne sont pas syndiqués. Alors, puis ça a été des événements, puis une nouvelle forme d'action, je pense, extrêmement importante qu'il faut en tenir compte. Puis mon deuxième point, c'est un commentaire, mais j'aimerais ça qu'on puisse, les panélistes puissent en parler, parce que moi, je pense que c'est ça qui est le frame à l'heure actuelle de la lutte du secteur public. Sauf peut-être où il va y avoir des choses en éducation, je ne pense pas qu'ailleurs, ça lèverait beaucoup, parce que j'ai jamais vu dans le mouvement syndical être aussi désorganisé, puis aussi peu organisé en front commun qu'on l'est à l'heure actuelle.
Ça, c'est le premier constat. Puis le deuxième constat, c'est la merde de maraudage qui s'en vient. Puis moi, je pense que c'est ça qui est sur la table, puis c'est ça qui joue de façon extrêmement importante par rapport aux mobilisations qui s'en viennent. Puis moi, je pense que si on veut, en termes de mobilisation, bosser comme il faut le tableau, il faut voir que pour les centrales syndicales, c'est ça qui pour eux autres est essentiel parce que c'est ça qui s'en vient. Alors, il faut préserver l'appareil avant de penser en termes de gagner des revendications. Convaincre les gens. Oui, ça, il y a quelque chose d'assez important. Donc, d'abord, je vais probablement adresser la première question à propos du contenu du décret. Il est très vrai que qu'est-ce qu'on voit habituellement dans les décrets maintenant, aujourd'hui, c'est que si les organisations syndicales sont arrivées à se mobiliser avant le dépôt du décret, le décret va être amélioré par rapport à la décision initiale de l'État. C'est très vrai, ça. C'est que normalement, c'est pour ça qu'on se dépêche de signer les attentes collectives, sectorielles, les attentes de principe, avant que le décret passe pour la table centrale. C'est de façon à faire des gains assez rapidement. Donc, c'est la menace, c'est très simple de la part du gouvernement. Les négociateurs patronaux, maintenant, vous savez, les négociateurs patronaux, c'est tous les anciens syndicalistes. C'est une affaire très importante à se rappeler, là. Jean-François Monge, Charles Bois, etc., c'est tous les anciens de la CSN qui connaissent ça, qui savent exactement comment on réagit. Qui nous connaissent mieux que nous. Hein. Donc, ça, c'est assez important. Donc, mais la menace est très simple. Si vous n'acceptez pas la dernière entente d'offre qu'on vous a faite, puis qu'on la met dans le décret, ça va être l'offre initiale. Simple que ça. Mais quand même, les décrets contiennent quand même des améliorations de conditions de travail. Ce qui veut dire donc que ça vaut la peine de se battre. Parce que les forces à bouger. On le voit d'ailleurs présentement, ils commencent à réagir un peu, à bouger un petit peu au table de négociation, parce qu'ils savent très bien. D'ailleurs, la première chose qui les a pris par surprise, c'est lorsque les organisations syndicales ont accepté de négocier pendant l'été. Ça fait que le droit de grève se rapproche. Ça les prend de court. Ça les prend vraiment de court. Il n'y a pas cette période-là de temps mort durant l'été. Donc, ils sont obligés d'avancer. Il y a également les décisions de la Cour suprême qui sont très importantes. Les décisions très importantes de la Cour suprême. D'abord, l'arrêt Saskatchewan. Il ne faut pas l'exagérer, puis je vais expliquer. L'arrêt Saskatchewan, c'est du bénéfice des gouvernements n'ont pas le droit de faire appel aux services essentiels pour limiter le droit de grève des salariés, et des salariés des services publics et secteurs publics, parce qu'en accord avec ces décisions précédentes, ça c'est un grand tournant, même si c'est un parti conservateur au pouvoir qu'on a vu au Canada, c'est que les décisions de la Cour suprême se sont dirigées de plus en plus, contrairement au début des années 90, dire que le droit de grève, le droit de négociation, il est inexistant sans un droit de grève. Donc, il y a le droit de grève. Si vous avez le droit de vous associer, vous avez le droit de négocier, vous devez avoir le droit de grève. Puis ensuite, ils ont dit à Saskatchewan, vous ne pouvez pas faire appel aux services essentiels comme vous voulez, comme ça. Il y a quelque chose de différent au Québec. C'est que la loi des services essentiels en Saskatchewan laisse au gouvernement de déterminer quels services sont essentiels, sur une base ponctuelle. C'est ça qu'ils ont invalidé. La loi québécoise, pour le mec, a passé le test, parce que les secteurs qui sont considérés essentiels sont déjà nommés. Donc, c'est très différent. Deuxième chose, il y a un arrêt qui a moins paru de la Cour suprême la même journée dans le cas de la Gendarmerie royale du Canada, où elle a dit, la Cour suprême, vous avez le droit de grève, le gouvernement n'a pas le droit d'imposer une loi spéciale, sauf si le gouvernement réclame et fait la démonstration qu'il y a une crise des finances publiques. Là, leur discours de crise, là, ça justifie la loi spéciale. Par contre, ils doivent le démontrer. Et l'erreur présentement, là, qui est importante, c'est qu'ils ne cessent de s'échapper de dire que leur objectif, c'est de rétrécir la carte de l'État, arriver à une baisse d'impôts, de revoir la fiscalité. Donc ça, dans le contexte d'une cour de justice, ce sont des preuves matérielles, empiriques, qui défont leur discours, qui diraient qu'il n'y a pas vraiment de crise de finances publiques. Donc, ça les forcerait ici à justifier beaucoup. Donc, ça limite beaucoup leur capacité de faire appel. Ensuite, il faut se rappeler que ce sont surtout les travailleurs et travailleuses des secteurs de la santé et des services sociaux qui sont touchés par cela. Ce qui veut donc dire qu'elles doivent avoir du support de d'autres secteurs. Également, dans la fonction publique, c'est différent, parce que dans la fonction publique, c'est la continuité de l'État, hein, les services essentiels. C'est pas la même chose. Donc, ça exige d'une certaine façon qu'on adapte nos stratégies. Peut-être qu'une grève générale, là, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Peut-être de pousser dans un coin, c'est exiger également le support de la population. Ce qui m'amène à discuter, justement, de la façon de mobiliser les gens, la façon de communiquer avec les gens. Une des choses qu'il faut voir, d'abord, on parle beaucoup de secteur public-parapublic. Les recherches démontrent, évidemment, d'une façon assez directe et sans conteste, qu'on devrait un petit peu déplacer le discours. Qu'il y a des secteurs publics et parapublics. Autrement dit,
On ne mobilise pas une enseignante ou un enseignant de la même façon qu'on mobilise un ouvrier des secteurs publics parapublics. On ne mobilise pas une personne fonctionnaire agent de bureau de la même façon qu'une infirmière. La réalité du travail n'est pas la même. L'orientation envers le travail n'est pas la même. Quand on parle, par exemple, des personnes qui donnent des services directs à la population, leur préoccupation, c'est la population. Donc, on ne peut pas leur demander de faire des actions directes qui nuisent à cela et qui nuisent à leur propre identité professionnelle. Ça veut dire donc qu'il faut être créatif, ce qu'on mentionnait, imaginatif dans nos moyens de mobilisation. Et une des façons, moi j'aime beaucoup ce que la FSE fait. La FSE est en crise, la crise force à être plus imaginative, à être plus créative, donc à innover. Elle a innové beaucoup. Moi j'ai travaillé beaucoup avec eux sur ces questions. Et puis, plutôt que de faire, vous savez, on fait toujours la grève et on est contre quelque chose. Donc on est contre les projets du gouvernement, on est contre les lois spéciales, on est contre les compressions, on est contre le refus salarial. Mais on peut également faire la grève pour quelque chose. Ça, c'est important. Ce qui mobilise beaucoup les enseignants présentement, les enseignants au niveau scolaire, dans les écoles, c'est qu'on leur dit, vous êtes pour quelque chose. Vous êtes pour un projet de protéger l'école publique. Donc, vos conditions de travail protègent l'école publique. Donc, on vous demande de sortir pour quelque chose, non pas contre quelque chose. Et notez tous leurs slogans. Ils sont pour quelque chose. L'école à bout de bras. Ils ont fait des corrections publiques. Ce qui est arrivé au Galerie de la Capitale, ça s'est reproduit ailleurs. Moi, par exemple, j'ai vu par exemple à Saint-Jérôme, où on a planté des pupitres sur les terrains publics pour corriger. Mais ce que ça fait comme effet, c'est que la population, tout le monde s'identifie à l'école. On a tous passé par là. Les parents voient ça et disent, oh, c'est vrai. Ça, c'est en réponse à quoi? Au fait que le ministre disait, ils ne travaillent pas leurs 32 heures. Ils ne travaillent pas leurs 32 heures. On va montrer son travail dans 32 heures. Ils sont sortis. Puis surprenant, par exemple, la première action qu'il y a eu, c'était à Québec, le syndicat de l'enseignement de la région de Québec, qui est construit normalement d'avoir des membres qui sont difficiles à mobiliser. C'est un syndicat qui a de la misère à mobiliser ses membres, pas de sa faute. C'est la composition de ses membres, région de Québec, banlieue. Moi, je sais, je joue autour de là. Je suis à Saint-Émile, à gauche, Pour vous dire, là, je me rappelle l'élection, je me rappelle plus quelle élection, je distribuais des pamphlets pour QS, et les gens dans mon quartier m'appellent communiste. Ah, c'est quoi le communiste? Puis après, c'est la même affaire que nous allons vous tromper. Le communiste, c'est quoi? Je leur disais avant que je vous violer sa photo. Mais c'était beaucoup ça, des militaires, etc. Puis les gens entendent le discours, passent beaucoup de temps dans leur voiture. Ils entendent les radios poubelles. Leurs chars, ils sont tout seuls. Leurs chars, ils n'ont pas des poubelles réservés pour les autobus, mais non, ils sont seuls dans leur char. Mais ils entendent ça. Donc, il y a un discours qui est contre eux. Donc, il faut plutôt le renverser en leur disant, vous vous mobilisez pour des choses. Ça, c'est très important. Et ensuite, ce qu'ils ont fait beaucoup à la FSE, c'est qu'ils ont donné justement le pouvoir au local. Ils ont créé des paniers d'actions. Tu n'es pas obligé de faire la même action, tout le monde en même temps. Tu n'es pas obligé de la faire la même journée. Tu peux choisir tes actions selon tes réalités locales, ce qui fait que ça colle plus aux réalités des gens. Un des problèmes qu'il peut y avoir, c'est justement la coordination nationale. Moi, je crois que, contrairement à ce qu'on peut entendre, ça prend une certaine coordination nationale. Parce que ça prend une force de frappe à quelque part. Ça prend. Puis moi, je pense que les clés froides de nos dirigeants syndicaux, au niveau des fédérations et des centrales, viennent du fait qu'ils ont perdu un petit peu de confiance dans la capacité de mobiliser leurs membres. Moi, je pense que ça vient de là. Si on leur redonne, là, le gaz, là, une tondeuse, le gaz, là, ça va marcher, Ou, par exemple, dans un petit go-kart, des fois, j'ai des amis autour de chez moi qui font des go-karts, quand on donne du gaz, ça va plus vite. C'est ça que ça prend du gaz. Bien sûr, ce qui fait que, ce qu'on peut arriver à ça, quand on parle, par exemple, des modèles de gestion au niveau local, il faut équiper nos représentants locaux pour avoir ce discours. Il faut les équiper de ça. Pas juste leur donner des faits. Je pense que ça appelle, à long terme, ça ne peut pas se faire à court terme, aux organisations syndicales de repenser le rôle des représentants syndicaux, des délégués. Il faut le repenser ce rôle-là, et ça veut dire d'envoyer plus de ressources au niveau local. Il faut revenir avec une éducation syndicale, mais ça ne peut pas être donné aux délégués syndicaux. Ils sont trop occupés. Par exemple, en Grande-Bretagne, ils ont tenté beaucoup avec les situations de l'État dans les années 90 de décentraliser l'action syndicale au niveau local. Mais ce qui est arrivé, c'est que les délégués syndicaux sont devenus débordés. Il y a un épuisement. Parce que ça se situe dans un contexte de restructuration des services publics et de l'organisation du travail continuel, perpétuel. Vous savez, ils sont toujours à la recherche de la nouvelle bidule de management, qui réorganisent tout le temps. Ils sont tout le temps en train d'organiser. Mais ça épuise les délégués et les représentants syndicaux. Il faut leur amener du support qui est là. C'est pas votre conseiller de relations de travail, c'est pas votre délégué sur le plancher. Il faut que ça vienne des organisations syndicales qui équipent non seulement les délégués, mais les membres pour donner une autre vision de la société. C'est ça que ça prend. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est de confronter la bureaucratie syndicale. Puis ça, c'est pas nécessairement les dirigeants politiques. Il y a beaucoup
tout l'intérêt. L'organisation syndicale, c'est une organisation politique, qui est également une structure bureaucratique, administrative, bureaucratique importante. Ça remet en question parfois ça. Des fois, il faut remettre en question ces choses. C'est difficile. Les organisations syndicales au Québec sont dans le processus de faire. Et c'est très difficile, ça cause des déchirements très importants. Finalement, il y a un autre point, c'est le maraudage. C'est vrai. Dans la santé, là, c'est là, les services sociaux. Pourquoi la FIC n'est pas dans le front commun? C'est ça. On leur a dit, vous devez signer une entente de non-maraudage, même après la négo. La FIC a dit, non. C'est pas comme ça fonctionne. Là. Nous, on veut avoir les coups des franges. C'est sûr, hein, notez, hein, des restructurations dans la santé, là, des unités d'accréditation de l'organisation du travail, assez bizarrement, ça arrive tout le temps en période de négo. Depuis les années 2000, ils ont appris de déstabiliser les organisations syndicales pour tenter de rompre l'unité. Puis c'est sûr que le maraudage est toujours derrière. Hein. Même à l'époque, moi, j'étais à la FNEC, là, notre but, là, c'est sûr, on avait un cartel à l'époque, il y avait moins de fonds communs, hein, à la table de négo, on avait un cartel, mais le but, en réalité, là, c'était une normative, c'était d'avoir une meilleure convention collective FNEC, puis c'est pour qu'on puisse marauder qui? 5 fois. C'était ça. C'était ça. Dans la région de Québec, c'était ça. Hein? On me disait, d'ailleurs, ouais, t'es pas loin de 5 fois, tu peux peut-être y aller. Hein? Moi, je disais, non, moi, j'ai autre chose à faire que ça. Ouais, là, maraudage, je ne crois pas à ça. Moi, je ne crois pas au conflit syndical. Je pense que c'est un problème important pour nous au Québec. Le pluralisme syndical, c'est un avantage, mais c'est un désavantage. Puis je vais mettre ça dans un autre contexte des organisations syndicales. Pourquoi ça prend de l'action et de l'éducation? Ça, les syndicats ne pas entendu ça. La Formule 1, c'est bon. Ça a un problème important quand il y a un changement générationnel. La majorité de vos membres sont des conscrits. Ça, c'est plate d'entendre, hein? Mais c'est vrai. La majorité de vos membres n'ont pas participé aux batailles de syndicalisation, n'ont pas choisi leur organisation syndicale. Ils arrivent sur le lieu de travail pour dire des syndiqués. Ils font c'est donc, il faut les amener à comprendre l'organisation syndicale, pourquoi elle est là. C'est un défi important, ça. Parce qu'ils arrivent à la porte fin, ils ont un préjugé défavorable. Hein? Des libertés, c'est encore. Ouais, c'est ça. Donc, à un moment donné, ça pose un questionnement des organisations syndicales. Parce que ça permet aux employeurs, quand on ne le fait pas, qu'est-ce que les employeurs font? Ils appellent ça la taxe syndicale. Il y a des attaques là, importantes. Là, hein? Si on voit ce qui se passe au fédéral, les projets de loi au fédéral, c'est carrément ça. C'est pour dire, là, la taxe fédérale, observez, parce qu'il y en a qui utilisent pour supporter les mouvements sociaux puis faire de la politique. Bien, vous savez, historiquement, là, quand on regarde, par exemple, les web, Sidney Bennevis Webb, qui écrivait les années 1800 sur le syndicalisme en Grande-Bretagne, c'est ce qu'il voyait, là. Quand les moyens d'action syndicale, c'était l'action politique. Ça supportait l'action économique, puis la négociation collective. Puis c'était tout à fait normal. Maintenant, on est en train de dire que c'était normal. Pourquoi? Parce qu'on profite des changements générationnels des organisations syndicales. Il y a des bons militants qui sont là. Mais la majorité des membres, là, ne comprennent pas trop pourquoi ils sont là. Puis ils ne comprennent pas trop, c'est quoi la patente, là. Puis ils regardent ça, puis ils disent, c'est le syndicat qui décide pour moi. Puis ça permet aux employeurs ensuite de dire, si tu n'as pas ce que tu veux, c'est à cause du syndicat. C'est ça, donc toujours blâmer le syndicat. Il faut agir. Puis finalement, je vais vous dire quelque chose. Une minute. Moi, je crois sincèrement que dans les secteurs publics et parapublics, il y a plusieurs gestionnaires qui attendent que les organisations syndicales fassent quelque chose au Québec. Moi, on me dit parfois, hein, mais qu'est-ce que les syndicats attendent? Parce qu'on ne peut pas compter ces cadres, là, qui ont un devoir de loyauté plus élevé que le vôtre. Ils ne peuvent pas parler. Je vais vous donner un exemple. Quand on faisait une enquête, par exemple, nous, c'est la Restructuration Emploi Québec avec une étudiante à maîtrise chez nous, quand on rencontrait les cadres des directions régionales, ils fermaient la porte, c'est dans le cadre de toute la restructuration condition des services, ceux qui avaient beaucoup d'expérience nous disaient quelque chose d'intéressant. Je vais te dire exactement ce qui se passe, parce que moi, je prends ma retraite, il n'y a plus rien qu'ils peuvent me faire. Donc maintenant, je vais parler. Puis des fois, les entrevues duraient 4 heures. C'est supposé 45 minutes. On n'arrivait pas à partir, ils ne voulaient pas qu'on s'en aille. Qu'est-ce que là? On ne peut plus donner de service. On privatise tout. Ils parlaient, puis après ça, ils me disaient qu'il faut que les syndicats agissent. Donc, ils comptent sur les syndicats. Donc, le défi est grand, mais ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Là. Il faut peut-être changer la perception, les messages qu'on envoie aux membres. Il faut un message peut-être plus positif, de dire vous mobilisez pour quelque chose. Puis ce qui compte beaucoup quand on dit pour quelque chose, c'est que ça valorise leur travail. Hein. Ça, c'est important dans le contexte d'un discours qu'ils entendent qui dit vous êtes des profiteurs, vous ne travaillez pas, vous avez des congés. Juste donner un exemple. Tout le monde pense que les enseignants enseignantes au Québec, pas tout le monde, mais ceux qui ne savent pas, ils ont 8 semaines de congés payés l'été. C'est un salaire de 10 mois étalé sur 12 mois. Personne ne sait ça, là. Puis ça contrevient aux lois des normes. Imaginez-vous donc. Parce que la loi des normes, c'est que tu reçois ton 4% l'été pour tes vacances. Hein? C'est ça, eux, ils ne l'ont pas. Personne ne sait ça, là.
Ça, c'est une décision qui avait été prise dans le cadre du premier effort de déficit zéro dans les années 80. C'est la contribution du personnel enseignant, ça. Personne ne sait ça, là. Mais le monde dit ça. Puis des fois, les gens pensent qu'on est millionnaire. Ben, moi, c'est correct, là. Mais par exemple, ils vont penser que j'ai pas millionnaire, j'ai un bon salaire. C'est juste après qu'on leur montre. Puis on montre c'est quoi les avantages sociaux, les gens font « Wow! » Mon Dieu, par exemple, un de mes amis d'ingénieur du Gouvernement du Québec, quand il a montré son chèque de paye à un de ses chums des gérants privés, son chum lui a dit « Tu veux travailler chez nous? Ce que tu gagnes un mois, tu vas faire une semaine. » Là, ça leur a fermé toute la gueule à tout le monde, là, qui n'arrêtait pas de dire, là, parce que par exemple, quand on a des réunions de famille chez nous, tout le monde parle sur nos conditions de travail. Personne ne travaille dans le secteur public, mais ça fait tous. Ça fait tous ça, là, ce qui se passe. Fait qu'à un moment donné, il faut équiper le monde qui puisse répondre à ça. Mais c'est pas juste leur dire de répondre, il faut les équiper pour qu'ils répondent. Moi, j'ai par exemple des personnes que je connais chez nous qui prennent le bus avec moi le matin pour aller, eux autres, ils vont à Marley, au ministère du Revenu, ils refusent de dire qu'ils travaillent pour le Gouvernement du Québec. C'est grave, là. Tu vas ailleurs en Europe, les gens sont fiers de ça. On dit, je suis un agent. Ici, c'est comme, oui, tu travailles en fonction publique, non. Tu travailles en fonction publique, non. Tu travailles où? Ministère du Revenu. Bon, c'est une agence maintenant. C'est la même affaire. C'est exactement pareil. Mais s'il y a ça, il faut équiper les gens. Arrêtez là. Juste avant de retourner à la salle, là, je laisserai Sacha. Il y avait aussi une question qui t'était adressée. C'était concernant là, la pertinence là, de créer des réseaux entre les personnes syndiquées, tout ça, qui avait été posé par Pierre. Merci Jean-Noël d'avoir détruit le mythe des congés payés, de la du gros été payé. Ça, c'est tellement vrai. Tout le monde pense ça. Merci. Faut que tu sois officier syndical, faut que tu aies été officier syndical pour le savoir. Parce que je te jure que les gras sont assez bien, les gras durs. OK. Sur le réseautage, oui. Puis ça rejoint ce que je le disais. Parce que c'est vrai que ça prend un réseautage, comme tu as dit, entre syndicats, puis entre fédérations, puis entre centrales, puis plus loin que ça, entre secteurs de la société civile. Tu sais, ça fait plusieurs reprises, là, je pense que tout le monde est concerné de ça. Ce que Ginette disait par rapport au 1er mai, c'est très vrai. Là, le 1er mai, c'est le premier CGE, mais c'est surtout le communautaire. Puis si ça a une victoire de la mobilisation, c'est beaucoup à cause du communautaire. Donc, réellement, très vrai, la lutte va devoir dépasser simplement les employés du secteur public. Je pense si on veut avoir des chances de gagner. Bon, comment faire? Ça nous renvoie à la question, si on veut, de la mode ou de l'éducation. Parce que c'est pas nécessairement qu'il n'y a pas lieu. Regardez le 30 septembre. Le 30 septembre, il y a une activité de blocage organisée par le communautaire contre l'austérité. Il invite les syndicats. Nous autres, on ne participe pas. Il dit, là, nous autres, on participe. Je ne sais pas s'il y a d'autres syndicats qui vont participer.